Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 15 août 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 174 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet qui a fait parler beaucoup la semaine passée, c'est-à-dire la fermeture des restaurants Juliette et Chocolat. Et en fait, c'était plus la thématique derrière le pourquoi. On parle de la pression de la dette par rapport aux prêts gouvernementaux, les prêts qui ont été donnés lors de la pandémie. Donc, je vais parler de tout ça. Et deuxième chose, je vais vous parler des données économiques par rapport à l'inflation, autant aux US qu'au Canada. Et je vais aussi aborder la question de la déflation en Chine. Donc, c'est quoi la déflation et c'est quoi un peu l'impact que ça a sur le reste de l'économie mondiale. Et finalement, je vais vous parler aussi de qu'est-ce qui se passe du côté des marchés boursiers présentement. Donc oui, il y a une certaine inquiétude, il y a de la crainte du côté des investisseurs. Le marché est dans le rouge ce matin. Donc je vais un peu expliquer mon avis par rapport à ça, autant du côté du TSX que du côté des marchés américains. Et pour commencer l'épisode, je vais revenir sur la semaine passée, en fait, avec Juliette et Chocolat, qui a annoncé la fermeture de ses 10 restaurants. Par contre, il faut savoir que c'est pas la fin de la bannière. Ils vont continuer de vendre des produits en ligne sur leur e-commerce, puis également à continuer de vendre leurs produits dans les épiceries. Mais reste qu'il y a 10 succursales, 10 restaurants qui ont été fermés. Donc, il y a eu des gérants et des employés, bien évidemment, qui ont perdu leur job. Et ce, du jour au lendemain, parce qu'il n'y avait pas vraiment de préavis. Et en écoutant une couple d'interviews de la part de la fondatrice de Juliette et Chocolat, elle expliquait un peu sa décision de pourquoi elle a décidé de fermer tous ses restaurants. Et grosso modo, la raison derrière ça, c'est qu'elle payait énormément d'intérêts sur toutes ses dettes. Et là-dedans, on compte bien évidemment 10 prêts qu'elle a contractés auprès du gouvernement pendant la pandémie. Donc 10 prêts pour, j'imagine, chacun de ces restaurants. Et là, je connais pas toutes les modalités de remboursement de ces prêts, dans le sens que ça se peut qu'elle n'ait eu de la part de Montréal, de provincial. Celui que je connais, c'est le prêt du gouvernement fédéral qui s'appelle le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Et ce programme-là, en fait, il permettait aux entreprises de recevoir un prêt sans intérêt jusqu'à 60 000 $. Puis tu sais, le prêt était bel et bien sans intérêt, sauf qu'il y a quand même une condition importante à respecter. Il fallait que ce soit remboursé avant le 31 décembre 2023, donc celui qui s'en vient. Et l'autre avantage du prêt, c'est que l'emprunteur, il avait aussi droit à une remise de prêt de 33%. Donc, autrement dit, si l'entreprise remboursait le prêt avant la date d'échéance, ben un, il n'y avait pas d'intérêt sur le prêt, et deux, il y avait carrément si on prend un prêt de 60 000, il y avait carrément un 20 000 qui n'avait pas besoin d'être remboursé, donc un 20 000 gratuit. Donc la mécanique du prêt est pas mauvaise en soi. En fait, ça paraissait comme un bon deal. Par contre, il faut savoir que le gouvernement il a offert ce type de prêt-là parce que pendant la pandémie de 2020, ils ont mis en place des mesures sanitaires dues à la COVID et ça a forcé des restaurants à fermer leurs portes temporairement. Donc, c'est sûr que 60 000 $ par rapport à tout ce qu'ils devaient continuer à payer, les pertes d'inventaire, parce que c'était compliqué, là, ça ouvrait pas, donc c'est sûr qu'ils ont perdu bien de la bouffe là-dedans, et surtout, le manque à gagner d'avoir fermé le commerce pendant une couple de mois. Je veux dire, 60 000 $ pour bien des restaurants, c'est du screening. Donc, c'est sûr qu'il aurait préféré rester ouvert pendant tous ces mois-là que de recevoir un prêt sans intérêt de 60 000 $. Parce qu'un prêt, quelque part dans le temps, évidemment, il faut que tu le rembourses. Et là, on parle de Juliette et Chocolat, mais d'après moi, il y a bien d'autres compagnies dans l'industrie de la restauration qui n'ont pas encore réussi à rembourser ce prêt-là. Il faut comprendre que la marge bénéficiaire d'un restaurant, c'est très mince. On parle en moyenne d'une marge de profit de 4%. Donc, si on prend un restaurant qui a un chiffre d'affaires de 2 millions, bien, au bout de tout ça, il reste 80 000 $ en bénéfice. Là, fait que c'est pas grand-chose. Et là,
faut savoir que la date d'échéance du prêt en question, c'est le 31 décembre 2023. Donc, c'est dans environ 4 mois. Après ça, il y a un taux d'intérêt de 5% qui embarque. Donc, le problème dans tout ça, c'est pas tant les prêts du gouvernement qui sont à rembourser, c'est toutes les affaires qui arrivent en même temps autour de ça. On parle de l'augmentation du coût de la main-d'œuvre à cause de la pénurie de la main-d'œuvre et également l'augmentation du coût des matières premières. Et conjointement à ça, l'inflation, ça impacte quand même les habitudes de consommation des particuliers. Donc, tout ça ensemble, c'est vraiment pas bon pour la restauration. Donc, c'est à surveiller, mais personnellement, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres chaînes de restaurants qui fassent faillite ou du moins qui ferment leurs portes quelque part en 2024. Et c'est pas parce que je veux être pessimiste, c'est juste que, comme je le dis souvent, ça fait plus d'une dizaine d'années que les taux d'intérêt sont très très bas. Le taux directeur autour de 1 à 2% maximum. Et ça crée une économie de prospérité qui est artificielle parce que c'est gonflé par de la dette. Autrement dit, le coût d'emprunt est tellement bas que ça pousse les consommateurs à consommer, à dépenser, sauf que dans le processus, le monde s'endette. T'sais, imagine-toi, dans le temps, tu achètes une maison, les taux d'intérêt sont bas, fait que tu as quand même des paiements hypothécaires qui ont de l'allure. Puis là, après une couple d'années, la maison a pris de la valeur. Donc, tu refinances ça, puis avec ton refinancement, ben, tu te payes des rénaux ou tu t'achètes un bateau. C'est facile d'être en business dans ce temps-là. Dites-vous qu'il y a bien des entreprises puis des vendeurs qui ont fait la palette durant ces années-là parce que même si c'était cher, le monde achetait sans trop calculer puis ils mettaient ça sur le financement. Puis tu sais, ça se voyait aussi dans le sens que dans le domaine de la vente, c'était pas rare de voir un gars dans vingtaine, mi-vingtaine avec son crayon Montblanc puis sa montre Rolex. À cette heure, avec les taux d'intérêt actuels, les clients ils vont penser 2 fois avant de signer dans le bas de la page. Et je pense que ce phénomène-là, ça va affecter le revenu de beaucoup d'entreprises, mais aussi de beaucoup de travailleurs autonomes, particulièrement ceux dans le domaine de la vente. Parce que là, la picture a quand même beaucoup changé. On est rendu au point où il y a des familles qui ont de la misère à tout payer les fournitures scolaires de leurs enfants. Fait que c'est sûr que les milkshakes puis les gaufres de Juliette et Chocolat à 20$, ça va prendre le bord. Et là, la contrepartie de ça, c'est que ça va devenir de plus en plus difficile pour les entreprises de générer des profits, surtout celles qui sont pognées avec des prêts à taux variable parce que il va y avoir de la pression sur 2 volets en même temps, c'est-à-dire du côté des ventes, ça va être difficile de garder le même revenu, et de l'autre bord, tu vas avoir de la pression parce que faut que il y a des dépenses qui sont liées au remboursement de leurs dettes, là. Fait que c'est un beau petit cocktail qui, d'après moi, va nous amener dans un ralentissement économique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'attends à ce qu'il y ait de plus en plus de pertes d'emploi, qu'il y ait des mises à pied et que le taux de chômage se mette à grimper. Donc, ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de récession parce que le taux de chômage est très bas en ce moment, ben, vous mélangez un peu l'ordre des choses parce que quand le taux de chômage va être pas mal plus élevé, ça va faire un bout que l'économie va être au ralenti. Et c'est ça qui m'amène à vous parler des données économiques. Donc, ce matin, on obtenait les données de l'indice des prix à la consommation au Canada. Et ça, c'était pour le mois passé, le mois de juillet. On a pu voir que l'IPC a monté à 3,3%. Donc, c'est une hausse par rapport aux 2,8% du mois de juin. Et à noter également que c'est la première fois qu'il y a une remontée de l'inflation sur une période de 12 mois. Et c'est un peu la même picture du côté des États-Unis. L'inflation a également remonté légèrement au mois de juillet. Aux États-Unis, l'IPC a augmenté à 3,2%. Mais dans les deux cas, la remontée de l'inflation, c'était pas une surprise dans le sens que c'était déjà anticipé par les économistes. Et là, tant qu'à moi, avec le prix du pétrole brut qui est rendu au-dessus de 80$ US le baril, d'après moi, ça va continuer de monter et l'inflation, elle va repartir de plus belle dans les prochains mois, et ce, autant aux États-Unis qu'au Canada.
Et conséquemment à ça, je m'attends à ce que les taux d'intérêt restent élevés, c'est-à-dire dans 5% et plus, pas mal plus longtemps que le monde peut penser. Sinon, à l'opposé, on parle de déflation en Chine. Donc ça, c'était pour le mois de juillet. Et la déflation, c'est l'inverse de l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a une baisse généralisée des prix des biens et services en Chine. On parle d'une baisse de 0,3% de l'IPC sur une période d'1 an. Et la déflation en Chine, en ce qui nous concerne, à court terme, c'est bon. En fait, c'est bon pour tous les pays qui luttent contre l'inflation parce qu'ils vont pouvoir importer des produits moins chers de la Chine. Par exemple, au Canada, on importe beaucoup de produits qui proviennent de la Chine. Par contre, à long terme, étant donné que la Chine, c'est la deuxième plus grande économie mondiale après les États-Unis, ben, si l'économie de la Chine tourne au ralenti, ça signifie qu'il y a moins d'importations puis qu'il y a moins de consommation de leur part et nécessairement, ça va venir impacter les résultats financiers des entreprises qui ont des parts de marché en Chine. Par exemple, on peut penser à Starbucks et à Nike. Et juste à titre informatif, la déflation, c'est un phénomène qu'on a déjà connu dans le passé. Le meilleur exemple qu'on peut penser, c'est le Japon dans les années 1990. Donc, pour faire un petit résumé, après le crash de la bourse japonaise en 1990, et après ça, il y a eu l'éclatement de la bulle immobilière, encore une fois au Japon, et ça, c'était en 91. Bien, le pays il est rentré dans une spirale déflationniste, et cette période-là est communément appelée la décennie perdue. Donc, c'est comme s'il avait perdu 10 ans au niveau économique. Et si vous voulez visualiser ça, juste à regarder l'indice boursier Nikkei 225, donc vous allez voir que le pic a été atteint en 1989 et le pic n'a toujours pas été dépassé, même aujourd'hui en 2023. Donc juste vous donner une idée de l'ampleur de la bulle qu'il y avait sur les marchés financiers au Japon. Mais tu sais, pour résumer encore une fois la situation, la déflation au Japon, ce que ça a fait, c'est que même avec un taux directeur à 0%, ben, le prix des biens et services ont continué de descendre. Les exportations ont baissé. La raison pourquoi les exportations ont baissé, c'est que le prix des biens descend, mais la valeur du yen, la valeur de la monnaie, elle a augmenté. Donc, c'est moins intéressant à ce moment-là pour les autres pays d'importer des produits en yens. Et le monde, en même temps, il investissait plus parce que tu ne veux pas acheter tout de suite, tu t'attends que les prix descendent, fait que tu préfères ne pas consommer, tu gardes ton argent et ça fait en sorte que vraiment la croissance économique a vraiment stagné pendant une dizaine d'années au Japon. Donc, le point à retenir avec tout ça, c'est que la déflation, c'est déjà arrivé et que c'est un phénomène qu'on veut éviter pour le bien de la santé économique du pays. Mais bref, la déflation en Chine, présentement, ça crée un peu d'inquiétude du côté des investisseurs parce que, comme je vous dis, c'est la deuxième plus grande économie mondiale, donc tu veux pas que ce pays-là tourne au ralenti, tu veux qu'il continue à consommer, qu'il importe un paquet d'affaires, puis que ça roule du côté de la Chine parce que, comme je vous dis, il contribue énormément à l'économie mondiale. Donc, ça conclut pas mal mon volet sur les données économiques du Canada, des US et de la Chine. Et si on se penche du côté des marchés boursiers, la semaine dernière, c'était les earnings de Walt Disney. Et là, malgré le fait qu'ils ont perdu 11,7 millions d'abonnés sur Disney+, ça c'était pour le dernier trimestre, le prix de l'action de Walt Disney a quand même monté. La raison derrière ça, c'est qu'ils ont annoncé premièrement qu'ils allaient augmenter le prix de leur abonnement sur Disney+, et comme Netflix, ils allaient également mettre en place une politique anti-partage de mots de passe. Donc ça a donné de l'espoir aux investisseurs de Disney, même si aujourd'hui on peut voir que Walt Disney est encore à la baisse. Donc c'est pas stabilisé de ce côté-là. Il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à la profitabilité de Walt Disney. Sinon, une autre nouvelle qui a fait les gros titres la semaine passée, c'était la compagnie de livraison UPS. Donc, eux autres, de leur côté, ils ont évité une grève de la part de leurs employés en concluant une entente avec le syndicat des Teamsters.
Et c'est la semaine passée qu'on a appris que l'accord syndical, il faisait en sorte que les livreurs du PS, ils gagneraient l'équivalent de 170 000 US par année en termes de salaire et d'avantages sociaux. Et ça, évidemment, c'est sur une entente sur 5 ans. Et là, suite au deal avec les Teamsters, UPS a révisé ses projections financières. Premièrement, on parle d'une baisse de leurs revenus, qu'est-ce qu'ils projettent faire. Et ils anticipent également une petite diminution d'à peine 1% pour la marge bénéficiaire de l'entreprise. Donc, à court terme, ce nouveau deal-là avec le syndicat n'aura pas des impacts très importants du côté de la profitabilité du PS. Et pour terminer l'épisode, si on fait une brève analyse technique de l'indice S&P TSX Composite, qui est l'indice canadien, on peut voir, comme je vous dis, que ça évolue à l'intérieur d'un corridor, donc d'un trading range entre 19 200 et à peu près 20 800. Donc ça, c'est le range. Et là, on vient en fait de traverser à la baisse les moyennes mobiles. Donc, on pourrait s'attendre à se rediriger tranquillement vers le point de support, donc autour de 19 200 à 19 400. Et donc, ça pourrait être une belle occasion de grossir ses positions dans des titres canadiens, entre autres le secteur bancaire. Donc, c'est à surveiller de ce côté-là. Évidemment, si en plus, on vient traverser cette ligne de support-là à la baisse, ça pourrait indiquer vraiment qu'on amorce un momentum baissier important du côté du marché canadien. Sinon, si on regarde du côté des marchés américains, on peut prendre le temps de faire l'analyse technique de l'indice boursier S&P 500. On peut voir que premièrement, l'indice évolue dans un corridor haussier depuis un certain temps. Là, on parle du mois d'octobre pratiquement de l'année dernière. Donc, on est vraiment dans une tendance haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes. On est même fortement au-dessus. Et ce matin, en fait, on vient de frapper sur la moyenne mobile sur 50 périodes. Donc, cette ligne-là qui agit un peu comme un filet de sécurité. Donc, on peut s'attendre à rebondir sur cette moyenne mobile-là et repartir par la suite à la hausse pour continuer la tendance haussière. Par contre, c'est sûr que là, si on vient briser à la baisse cette moyenne mobile-là, on pourrait également se rediriger vers le bas du corridor haussier. Et là, on pourrait redescendre dans les environs de 4200 points. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur un point de friction important. Donc, cette ligne-là, la moyenne mobile sur 50 périodes, c'est quelque chose à surveiller. Surtout si vous faites des transactions de swing trading, ça vous permet d'un peu vous situer, vous êtes où par rapport au sentiment du marché, parce que tu veux rarement acheter tout près d'une résistance, là, dans le sommet d'un corridor haussier. Parfois, justement, un retracement de même, ça peut être une très bonne occasion de profiter d'un rebond. Par contre, comme je vous dis, c'est à surveiller parce que s'il y a une rupture de cette moyenne mobile-là, ça pourrait indiquer vraiment un momentum baissier pendant un certain temps. D'où l'importance de bien faire son analyse technique et surtout d'ajuster sa gestion du risque en conséquent. C'est en regardant ces informations-là que vous êtes capable de définir à quel niveau devrait se trouver mon stop-loss. Puis, je me trouve-tu dans un corridor? Il est où la prochaine résistance, le prochain support? Puis également, c'est quoi le momentum du moment? Parce que tu veux pas être à contre-courant, tu veux pas jouer contre la tendance. Quand tu fais du swing trading, tu suis le momentum du marché. Donc, c'est sûr que de regarder l'analyse technique des indices boursiers, ça vous permet un peu de vous guider par rapport au sentiment général. Et pour conclure l'épisode, cette semaine, ce qui est à surveiller, c'est les résultats financiers de Target, Walmart et Home Depot. Ces trois entreprises-là qui se trouvent dans le secteur de la vente au détail. Et les earnings de ces compagnies-là, ça nous permet d'avoir un peu le pouls de la santé financière des consommateurs parce que, évidemment, eux autres, ils vendent un paquet d'affaires et les habitudes de consommation se reflètent un peu dans les résultats financiers de ces entreprises-là. Donc, Target, Walmart et Home Depot, les trois vont dévoiler leurs earnings cette semaine. Donc, c'est sûr que les résultats financiers de ces entreprises-là vont un peu donner la direction au marché. Si les résultats sont au-dessus des attentes et que c'est positif, tant mieux, l'optimisme va reprendre et
on devrait retourner vers une hausse. Versus si les résultats sont vraiment en dessous des attentes, ça va pousser encore une fois le pessimisme. Et à ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce que les marchés, surtout les marchés américains, poursuivent leur chute. Donc je vais terminer l'épisode là-dessus. Et si vous aimez le contenu, les informations que vous entendez dans le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un review sur Apple Podcasts. Ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui peuvent voir le podcast. Ça aide à le faire connaître. Donc, je vous remercie de votre écoute et on se voit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.